Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'enregistre ce podcast le dimanche 30 avril, donc pour les Parisiens, c'est un beau week-end dans l'ensemble, je sais pas ce qu'il en est dans le reste de la France et dans le reste du monde, mais en tout cas nous à Paris c'est le premier où il fait, je trouve vraiment un peu bon. Je crois que ça y est, l'été est enfin en train de s'acheminer et en train donc de s'installer. Et donc tout ça pour dire que c'est pas un mauvais moment à mon avis pour que je vous parle du dernier livre de Bret Easton Ellis, donc Les Éclats, paru en France le 16 mars 2023 chez Robert Laffont, parce qu'en fait c'est un bouquin qui se passe dans le Los Angeles de l'année 81, à la fin de l'été. C'est un livre très smooth comme une Cadillac qui se serpente sur les petites routes côtières de Malibu. Imaginez-vous, hein, avec la petite brise océanique, l'autoradio qui braille des morceaux de Softshell, de Duran Duran, tout ce que vous voulez. Et juste une petite pub perso avant qu'on commence, je voulais vous informer que ma dernière histoire courte, Bouton de rose, est maintenant disponible sur Wattpad. Vous pouvez trouver le lien facilement dans ma bio partout, sur Instagram, sur YouTube. Et sinon c'est @sidvesper sur Wattpad. Voilà. Allez, sans plus tarder, on y va. Words, English words, are full of echoes, memories, associations. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Sputnik, Sputnik. Peu importe. Le nom, peu importe. Voyez le papier, c'est une pierre tombale. 6 Jules Autel. Alors c'est un livre qui est un peu particulier pour moi. Je pense que c'est un cas unique dans tous les livres que j'ai lus, parce qu'en fait je le connaissais déjà avant même qu'il ait été publié, pour une raison assez simple, c'est que je suis Bret Easton Ellis, non pas de manière quotidienne, mais quasi hebdomadaire, via son podcast. Il tient en effet un podcast payant sur Patreon. Donc c'est un podcast dans lequel il parle essentiellement de cinéma, souvent avec des invités qui sont d'ailleurs plus ou moins connectés au milieu. Et ce qui s'est passé, c'est que durant la grande pandémie de Covid qui a sévi ces dernières années, il a, sur une période d'environ 1 an, lu l'intégralité du manuscrit d'un roman sur lequel il travaillait alors, qu'il avait commencé à bosser au tout début de la pandémie, et qui est devenu Les Éclats, tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, il avait même pas forcément prévu de le sortir au format livre, hein. Au départ, c'était plus une sorte d'expérimentation. Ça lui plaisait d'avoir cette espèce de livre audio comme ça qu'il faisait, qu'il montrait à la communauté au fur et à mesure. Mais bien sûr, c'était sans compter sur son éditeur qui, en découvrant ce qui se passait, a apparemment un peu gueulé et bien sûr insisté pour le publier, hein, ce qui est une réaction attendue de la part d'un éditeur, surtout quand on édite Bret Easton Ellis, qui est donc un des écrivains américains en vie les plus importants, et que celui-ci n'a pas publié de roman depuis près de 13 ans, qui correspond à la sortie donc, de Imperial Bedrooms en 2010. Entre-temps, il avait publié White, dont j'avais d'ailleurs parlé dans le podcast, mais White c'était un essai, c'était pas un roman. Donc Les Éclats, c'était un livre qui était très attendu de tous, parce que c'était un peu le retour de Ellis à la fiction. Ça m'a pas mal amusé, parce que pour ceux qui suivent un peu le mien, j'avais parfois dit que je serais très étonné que Ellis écrive un jour de la fiction. C'était ce que lui disait, hein. Au fil des dernières années, il avait dit qu'il ressentait vraiment une perte d'intérêt progressive pour la fiction, et donc j'ai été assez étonné quand il a annoncé qu'il était en train d'écrire un nouveau roman. Je me suis dit qu'il m'avait fait mentir, hein, ce qui est tant mieux, parce que moi je suis toujours preneur d'une bonne fiction de Bret Easton Ellis, et quand j'ai commencé à lire, c'est là que j'ai un peu découvert le poteau rose, si on peut dire. Je me suis aperçu que c'était une sorte de fiction, ouais, mais un peu déguisée, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé quelque chose je trouvais ça assez ironique, ça m'a rappelé quelque chose que Ellis avait dit au sujet d'un autre auteur américain, David Foster Wallace, dont j'avais aussi parlé dans le podcast. Il avait dit que la malédiction de David Foster Wallace, c'était que c'est un écrivain qui n'assume pas d'écrire de la fiction. Et ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est que je me suis fait cette réflexion en lisant Les Éclats. C'est qu'on se demande si, aujourd'hui, à son âge, il approche, je crois, de la soixantaine maintenant, Ellis, est-ce qu'il assume vraiment encore d'écrire de la fiction ? Mais enfin bref, de quoi ça parle ? Alors le livre, il se présente en fait sous la forme d'une sorte d'autobiographie. Ellis nous raconte une période marquante de son adolescence, une période qui durera quelques mois, qui débuta à la fin de l'été 81, alors qu'il rentrait au lycée en dernière année, donc un beau lycée privé pour riches adolescents de Hollywood, et qu'il avait, à cette même époque, entrepris la rédaction de ce qui allait être son premier roman,
de ce qui allait devenir, comme nous on le sait, moins que zéro. Donc Ellis dépeint dans un premier temps la vie de cette jeunesse dorée, ça comme il sait très bien le faire, hein, comme il l'a déjà fait, à la différence de ces livres qu'il a écrits quand il était jeune, il le fait cette fois donc dans les éclats, par de longues phrases à rallonge, pleines de points-virgules, de propositions multiples, avec flegme, avec lenteur, et donc comme ça on suit au rythme de la playlist qu'il nous impose, hein, donc de grands classiques des années 80 qu'il nous énumère au fil du roman, mais la particularité cette fois c'est qu'il est un personnage, il est le protagoniste, il nous raconte, comme je vous disais, sa vie, c'est une sorte d'autobiographie. Enfin, je vous dis bien une sorte, hein, parce que c'est évidemment ce qu'il prétend, et nous on s'aperçoit très vite, on comprend très vite que la partie autobiographique prend la tangente et que ce cher Ellis se prend lui à fantasmer et à imaginer beaucoup de choses. En fait, l'événement perturbateur, c'est qu'il y a un moment, un nouvel élève va arriver au lycée, un élève au passé un peu sombre et mystérieux, et dont Ellis, qui à ce moment-là de sa vie, donc quand il a environ 17 ans, est en train de découvrir les relations homosexuelles, il n'est pas encore vraiment très clair là-dessus, il sort avec une fille, tout ça, et donc il ne s'assume pas encore publiquement, et il va ressentir une forte attirance physique pour lui, tout en pressentant qu'il ne doit pas le laisser entrer dans leur petit groupe d'amis, donc qui est constitué en gros des élèves les plus populaires du lycée, parce qu'il y a des choses mauvaises qui vont se passer sinon. Manque de bol pour lui, ce fameux élève, donc, qui s'appelle Robert Mallory, va être très apprécié de la petite bande, qui va aussitôt l'intégrer à son grand dam. Donc ça va être un petit peu le premier flux narratif de l'histoire, la première intrigue, et en parallèle de ça, on va suivre de sordides affaires de meurtre qui vont commencer à se répandre dans la petite bulle parfaite des quartiers huppés de Los Angeles, avec un tueur en série surnommé le Trawler, qui commence à sévir. Et c'est là que, par un cheminement intellectuel assez mystérieux, Ellis va tirer en fait un parallèle entre ce tueur en série et entre le nouvel élève, donc Robert Mallory. Il va très rapidement se mettre en tête, un peu à la manière d'un détective privé de roman noir, de l'exposer au grand jour, parce que Ellis, donc comme je disais, par une mécanique un peu intellectuelle, un peu étrange, va se persuader que le tueur en série et Robert Mallory sont la même personne. Donc il va enquêter sur lui, se mettre à le suivre un peu partout. Donc sur le papier, ce que je viens de vous raconter, bon, ça a de quoi éveiller l'attention, mais le souci c'est que dès le début du bouquin et même quasiment jusqu'à la fin, on a beaucoup de mal, je trouve, à saisir en fait les ressorts dramatiques sur lesquels s'échafaude l'histoire, ces enjeux. Je trouve qu'on comprend pas très bien pourquoi Ellis s'acharne à ce point sur ce pauvre nouvel élève, et donc on a du mal à se laisser embarquer dans son délire. Et je dis délire parce qu'on a néanmoins assez vite le sentiment que c'est l'un des principaux points du livre, la paranoïa naissante du narrateur protagoniste, donc Bret Easton Ellis à 17 ans. Mais là où cette ambiguïté permanente entre fiction et réalité fonctionnait, je trouve très bien dans un livre comme Lunar Park, donc qu'il a publié en 2005, et où de la même manière Ellis se mettait lui-même en scène, c'est parce qu'il arrivait en fait à créer une vraie tension, une vraie menace qui, ici, je trouve, ne fonctionne pas vraiment dans les éclats, à part quelques scènes comme ça qui sont assez poignantes. Mais dans l'ensemble, on a du mal à saisir en fait les motifs d'inquiétude du protagoniste, ce qui est un peu problématique dans un bouquin qui se présente en partie comme une sorte de, je dirais, de roman noir, quoi. C'est un livre qu'il dit avoir cogité pendant très longtemps, en fait depuis son adolescence, puisqu'il, donc, comme je dis, il relate un fait qui prétend être survenu à cette époque-là, mais qu'il se sentait alors pas capable d'écrire. C'est un livre qu'il a écrit au final sur une période assez courte, compte tenu de sa taille, hein, c'est quand même un beau pavé de 600 pages, et en gros sur une période d'1 an qui correspond à peu près à l'époque où le Covid sévissait. Lui s'est dit, tiens, si j'écrivais enfin cette histoire que j'ai en tête depuis longtemps, et c'est quelque chose qu'on ressent. On sent que c'est un bouquin qui a été écrit vite. Voilà, c'est un bouquin, on le sent, qui a été écrit par un très grand auteur, mais qui a pas forcément... je dirais passer des centaines et des centaines d'heures dessus, à le lire et le relire, à polir chaque phrase. Il y a des tournures de phrases qui sont un peu tarabiscotées, qui sont aussi dues, je pense, en partie à la traduction. Il y a beaucoup de choses qui se répètent inutilement, et bon, même si ça peut sonner comme quelque chose d'un peu poétique, d'un peu lancinant, on sent un peu que Ellis court après ses souvenirs, et qu'il ne s'est pas relu non plus des centaines de fois, je pense. Ce que j'ai trouvé très très intéressant dans le livre, c'est qu'il révèle beaucoup de choses quant aux inspirations de Ellis, en particulier la matière dont il s'est inspiré
pour créer ce qu'il appelle, lui, son esthétique de la torpeur, qui est notamment étalée dans son premier livre, Manque Zéro, qui, comme je vous le disais, donc, est très étroitement connecté aux éclats, d'abord parce que donc, les éclats, c'est un bouquin auquel il avait dit avoir commencé à penser à l'époque où il écrivait Manque Zéro, et parce que dans les éclats, il parle de la manière dont il a écrit Manque Zéro. Donc vous voyez, cette espèce de truc un peu entremêlé comme ça, c'est assez intéressant. Il évoque un certain nombre d'événements racontés dans Manque Zéro, tels qu'ils se sont passés en réalité, et où il a puisé en fait son inspiration. Il y a notamment une séquence qui est, à mon sens, sans doute la plus marquante du livre, donc des éclats, dans laquelle il se rend avec un groupe d'amis à une soirée underground comme ça dans les collines de Los Angeles. Et au cours de cette soirée, il y a une des filles qui est donc c'est une soirée qui se déroule dans l'obscurité quasiment totale, c'est un peu un concept. Et il y a une des filles qui en fait se fait agresser par une sorte de rôdeur, un hippie qui s'était réfugié dans les toilettes. Et c'est cet événement qui va inspirer en fait à Alice toute la scène de la boîte de nuit dans Manque Zéro, qui est cette fois est beaucoup plus gore et durant laquelle quelqu'un est tué. Pour les lecteurs attentifs, on ressent aussi à travers cette esthétique de la torpeur ce côté mécanique et inhumain qui est donc qui est décrit chez ces personnages, comment il en est venu, je pense, à un bouquin comme American Psycho par exemple. Les éclats, c'est avant tout, je pense, une métaphore du passage à l'âge adulte, et aussi, dans le cas de Ulysse, à l'acceptation de son homosexualité, avec l'image filée de ce monde comme ça qui se brise autour de lui, avec le nouvel élève parfait qui arrive dans leur groupe d'amis parfaits. Et c'est de là, je pense, que vient le titre du bouquin, Les éclats. Les éclats, c'est un peu des souvenirs, mais c'est aussi quelque chose de coupant, quelque chose qui blesse, et c'est vraiment ce qu'on ressent du début à la fin du livre, c'est une espèce de changement de vision du monde dans lequel Ellis évolue, ce monde parfait de la jeunesse dorée des années 80, qui prend de la drogue, qui écoute de la musique, qui roule en voiture, qui vit dans des grandes maisons où les parents sont presque toujours absents, qui vit vraiment sa vie, c'est des enfants adultes en fait. Et comment est-ce que à la fin il est beaucoup plus dans la désillusion, et comment est-ce qu'il comprend que déjà à 17 ans il se déconnecte progressivement de ce monde qui juge très superficiel, hein, qui jugera de plus en plus superficiel, et qui, je pense, explosera vraiment dans son roman American Psycho, qui est probablement une des meilleures peintures de l'Amérique des années 80. Les éclats, c'est un livre de jeunes, mais qui est écrit par un monsieur qui commence à se faire âgé, on le sent bien, qui se plaît à nous donner des clés sur sa vie, sur son univers, tout en se faisant plaisir au passage, en fantasmant tout un tas de trucs, donc, comme il l'a toujours fait, hein, il est connu pour ça, pour comme ça toujours avoir une frontière très poreuse entre la fiction et la réalité, entre les vrais événements de sa vie, les choses telles qu'elles se sont passées. Et c'est clairement pas le livre le plus marquant de Ellis, mais bon, je trouve qu'à travers ce prisme comme ça qu'il pose, ce prisme élicien habituel où tout est déformé, tout est amplifié, tout ce que vous voulez, mais de manière assumée, Ellis, au final, il déroge pas à son habitude. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est le fait d'être honnête. Ça, c'est un truc aussi contradictoire que ça puisse paraître. Je trouve que c'est un écrivain qui, au final, dans ses mensonges, dans ses fantasmes, à travers tout ça, demeure très honnête dans sa peinture de son époque. Et ce que j'ai aimé dans Les éclats, c'est que ça m'a donné un petit peu le sentiment qu'il nous chuchotait à l'oreille que, au final, c'est encore dans la fiction que l'on trouve le plus de véracité, et que les romans demeurent sans doute le reflet le plus exact de notre société.